Chers amis CPN, bienvenue ce soir à ce Zoom qui s'inscrit dans la tradition des Zooms organisés par la Fédération et nous adressons de cette manière à tous ceux qui s'intéressent à certains sujets. Et le sujet de ce soir, bien évidemment, c'est le thème des fourmis. Vous le savez puisque vous vous êtes inscrits. Et nous avons organisé ce Zoom sur le thème des fourmis à l'occasion de la sortie de ce cahier technique que j'imagine vous avez reçu, surtout si vous êtes déjà Club CPN, et que vous avez dévoré. Euh, et et c'est l'occasion pour nous de recevoir Luc qui va se présenter, Benjamin qui va animer avec moi, Camille qui va nous accueillir, et Jeff qui est quelque part, mais souvent il est caché parce que Jeff surveille la discussion. L'occasion pour moi de vous rappeler que, encore une fois, dans la barre qui est en bas de l'écran, il y a un chat et vous pouvez, tout au long de la soirée, inscrire quelque chose. Jeff surveille le chat et nous l'interrogerons régulièrement pour que vous puissiez prendre la parole de façon indirecte. Mais vous aurez aussi l'occasion de poser toutes les questions que vous voudrez tout à l'heure en levant la main. On se présente, les amis, vous voulez bien? Camille, tu veux bien commencer par te présenter? Oui, du coup, je suis Camille Le Gouil, je suis la présidente de la fédération Connaître et protéger la nature. Je suis, moi, responsable d'un petit club CPN qui s'appelle Perao et qui est basé dans le département de la Nièvre, en Bourgogne, dans le parc naturel régional du Morvan. Merci Camille. À qui tu passes la parole? Je passe la parole à voisin de mon écran, Benjamin. Oui, eh bien bonsoir à tout le monde. Moi, je suis Benjamin Burguet. Je suis donc administrateur à la Fédération pour connaître et protéger la nature. Et je suis aussi animateur nature pour un club situé en Seine-et-Marne, en sud-est de la région parisienne, euh, qui est sur une réserve naturelle. Donc pour l'instant, on n'est pas encore très stable sur le nom. Voilà. Et je passe la parole à Jeff. Jeff, Ah, le temps qu'il ouvre son micro ou qu'il... Jeff, réveille-toi! c'était la surprise. Bon, nous allons passer la parole à Luc alors. Jeff, tout à l'heure, tu te présenteras. Bonjour Luc, vous êtes notre invité d'honneur, donc nous faisons une place d'honneur dans ce Zoom. Vous voulez bien nous dire qui vous êtes, parce qu'il n'est pas certain que tout le monde vous connaisse. Non, j'espère bien que tout le monde ne me connaît pas. Alors, moi, dans l'ordre, je suis naturaliste grâce à la Hulotte, déjà, pour commencer. Avant l'existence des clubs CPN, j'étais un lecteur de la Hulotte très jeune. Je suis devenu agronome, je suis devenu myrmécologue, c'est-à-dire spécialiste des fourmis, grâce à la lecture d'un livre d'un dénommé Luc Passera, qui a été mon maître, qui a écrit pas mal de bouquins, dont un est cité dans le cahier technique. Et c'est auprès de lui que j'ai vraiment compris et appris les fourmis. Et je suis devenu, par la force des choses, à la fois médiateur de sciences et massacreur de fourmis. On pourra en reparler si vous voulez, mais je vais rester quand même sur le côté médiateur de sciences. J'ai monté une expo sur les fourmis qui a tourné un peu en France et en pays francophones. J'ai ensuite aidé à monter un insectarium en Alsace qui s'appelle le Vivarium du Moulin. J'ai eu la chance de contribuer à Micropolis, donc j'ai élargi à partir des fourmis aux insectes, aux arthropodes en général. Et la dernière chose que j'ai aidé à faire, c'est le Naturoptère dans le Vaucluse, à côté dans le village de Sérignan-du-Comtat. En parallèle, j'ai eu une carrière de conservateur de musée d'histoire naturelle. J'ai exercé au Muséum de Nîmes, dans deux universités, et j'ai fini, il y a quelques années, par diriger un zoo. Donc, je suis passé des petites bêtes aux grosses bêtes, mais les petites sont quand même nettement plus intéressantes, et je suis revenu dans le monde universitaire et sur les fourmis autour de problématiques de fourmis invasives. Voilà. Mais ce soir, je vais vous parler de fourmis, donc.
Ouais, merci Luc. Jeff, tu nous dis où Oui, tu es? bonsoir. Pardon, Luc, vous êtes où présentement? Je suis sur Montpellier dans une université de sciences sociales qui s'appelle D'accord, l'université Paul Valéry. d'accord. Jeff, et toi, t'es où? Eh bien, moi, je suis sur Toulouse. Donc voilà, mais ce soir, je vais récupérer vos questions et les retranscrire. Sinon, je suis administrateur de la fédération. Et donc, j'ai un petit club CPN qui s'appelle La Chevêche. Merci Jeff. Et donc, votre serviteur a aussi son club CPN qui s'appelle La Citelle. Moi, je suis près du Havre, la ville la plus vantée du monde ces jours-ci. Euh, et, et donc, tous les mercredis après-midi, nous avons une dizaine d'enfants et nous leur faisons l'école de la nature. Par ailleurs, je suis aussi un peu vice-président de la fédération. Et, et j'adore les fourmis. Alors, sachez que ce soir, nous sommes il y a 80 personnes d'inscrites. Ah bah, deux nouvelles personnes viennent de s'inscrire. Voilà, je vais essayer de leur transmettre le lien pour qu'ils se connectent, mais ça va pas forcément être très facile. Sinon, en grande majorité, les personnes inscrites sont animateurs ou animatrices nature c'est à 50%. Sinon, parmi nous, des enseignants aussi, des parents et bien sûr des animateurs socioculturels et quelques naturalistes professionnels. Nous avons d'ailleurs une question sur ce sujet-là. Euh, et là, dans notre auditoire, les trois quarts connaissent déjà les clubs CPN, mais un quart ne les connaît pas. Et par conséquent, ces personnes vont être attentifs à la présentation que va faire Camille dans un instant. Euh, Vous dites tous vous intéresser au thème des fourmis, c'est un peu une évidence. Et quelques-uns parmi vous prétendent avoir déjà étudié le thème des fourmis à 20%, donc c'est quand même intéressant. Et tout à l'heure, nous espérons bien leur passer la parole pour qu'ils peut-être qu'ils nous racontent ce qu'ils ont fait et qu'ils partagent leurs idées d'activité. Donc, euh, quand Camille dit quelques mots intelligents sur les CPN, Luc va longuement nous présenter la vie des fourmis, puisqu'il est fourmicologue. Euh, Ensuite, Benjamin et moi, nous avons commencé à travailler le côté pédagogique, car comme ce Zoom est consacré à ce cahier technique qui vient d'arriver dans vos boîtes aux lettres, vous le savez, nos cahiers techniques CPN sont formatés de façon à nourrir les responsables de club, mais aussi les passeurs de nature dans leur ensemble, les nourrir à 50% d'apports naturalistes et les 50 autres pourcents d'idées d'activité et de propos pédagogiques. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est comme ça que nous tentons de rédiger les cahiers techniques pour qu'ils vous servent au mieux. Et donc, Benjamin et moi avons commencé à préparer quelques séances avec nos clubs et nous allons vous partager ce qu'on a prévu. Euh, Bien sûr, après, nous discuterons, nous poserons toutes les questions que vous avez envie de nous poser, qu'elles soient sur le plan biologique des fourmis, et Luc saura y répondre, ou sur le plan pédagogique, et tout le monde saura y répondre, même Luc. Camille, je te passe la parole. Merci François. Juste un petit mot pour vous représenter rapidement ce qu'est la FCPN et ce que sont les CPN. La FCPN, c'est donc la Fédération Connaître et Protéger la Nature. C'est une fédération d'adhérents et d'adhérentes qui peuvent être des clubs, qui peuvent être librement constitués, comme n'importe quel collectif de personnes, qui peuvent être des associations, qui peuvent être des personnes individuelles, qui peuvent être des groupes sociaux, comme des familles, par exemple. On
On propose des outils pédagogiques à destination des personnes qui souhaiteraient passer des informations sur la nature en priorité dans la nature. Ces outils, ils peuvent se présenter sous la forme de ce cahier technique sur les fourmis qu'on présente ce soir. Ils peuvent se présenter aussi sous la forme de jeux et d'activités, de mallettes pédagogiques, etc. On propose des temps pour se rencontrer dans la vraie vie, en dehors des temps de formation en ligne aussi. On propose des rencontres, notamment à l'occasion du Festival international de la photo animalière à Montier-en-Der, une fois par an. Et tous les 2 ans, à l'invitation d'un club du territoire, généralement France Métropole, on se réunit pour faire les rencontres internationales des clubs et les prochaines rencontres auront lieu l'été prochain, du 20 au 24 août 2025 à Metz, accueillis par les CPN Coquelicot. Ensuite, on propose aussi au sein du réseau des temps de formation. Et donc, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais dans les formations de l'an prochain, il y a une formation sur le thème du pistage animal, une formation sur le thème de l'animation nature et une formation aussi en préparation sur le thème des fourmis. Euh, voilà, on a une campagne d'éducation à la nature qui est en cours qui s'appelle Mission Protection avec toutes les informations en ligne si jamais vous voulez participer et vous inscrire. Et être CPN, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire partie de cette grande famille très diverse de personnes qui ont envie d'en apprendre plus, de rendre le savoir accessible à tous et toutes, et puis pourquoi pas participer grâce à ça, à la protection de la biodiversité et de la faune-flore locale de proximité. Voilà, je laisse la parole aux fourmicologues de tout Euh, type. oui, oui, Camille, mais alors là, dans les personnes inscrites, il y en a qui disaient comment on fait quand si on est dans un collège, dans un lycée, ou comment on fait pour adhérer à la FCPN? Et alors, tu veux que j'apporte une réponse détaillée maintenant? Oui, mais pas détaillé, rapide. Une réponse rapide. Bah, toutes les informations, elles sont sur le site de la FCPN et il y a aussi un numéro de téléphone pour joindre des personnes qui sont des vrais humains. Il n'y a pas de numéro à taper pour adhérer numéro 1 ou ne pas adhérer numéro 2. Vous avez toutes les personnes en ligne toute la semaine qui peuvent répondre à vos questions pour adhérer. Que ce soit dans un collège, dans une université, dans une boutique bio, par exemple, n'importe qui peut se réunir à plusieurs personnes, remplir le bulletin d'adhésion, trouver un super nom de club et ensuite intégrer les CPN. Merci, Camille. Euh, Luc, nous vous laissons le micro et nous allons boire vos paroles et peut-être autre chose sans que ça se voit trop. Vous buvez ce que vous voulez, il n'y a aucun Merci. problème. Euh, À vous bonsoir à l'antenne. tous. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'aller assez vite dans la présentation qui m'a été demandé de faire. Elle est très illustrée. Je vais vous projeter un PowerPoint qui va servir de support à ce que je vais raconter. C'est à la fois une synthèse de ce qui est présenté de manière très détaillée et très agréable dans les cahiers techniques. Je voudrais vraiment rendre hommage à ceux qui ont fabriqué cette chose. Et mon camarade Rumsey Blatrix, qui a été aussi un relecteur scientifique comme moi des cahiers, on a échangé tout à l'heure, m'a dit qu'il avait vraiment apprécié lui aussi la qualité de cette production. Donc, il y a beaucoup d'informations dans ce cahier. Je vais en synthétiser une partie, compléter très peu parce qu'il est très complet, mais vous permettre d'accéder aux informations de manière très illustrée avec des photos et avec un petit prisme un peu différent.
en termes d'organisation des thèmes que je vais suivre. Donc, on avait convenu de maximum une demi-heure. Si vous voulez m'interrompre et poser des questions en cours de route, vous le pouvez. Mais sinon, on a prévu un temps de discussion à l'issue de l'exposé, avant d'aborder les questions qui seront traitées autour des animations à base de fourmis. Voilà, donc je vais essayer de partager l'écran en lançant normalement ça, si ça veut bien. Est-ce que tout le monde voit? Oui, normalement, tout le monde voit. On est bon. Donc, je vais essayer d'avancer. Donc, ça va être des généralités hein, sur les fourmis. Et si on a un peu de temps à la fin ou à la fin du Zoom, pour ceux que ça intéresse, je pourrais aussi faire un petit focus sur certaines espèces un peu particulières. Mais là, je me suis restreint aux généralités, on va dire, ce que j'appelais les notions de base sur les fourmis. Alors, il faut quand même que j'arrive voilà, à passer. Ça aurait été bien. Voilà, c'est bon. Donc, quand on parle de fourmis, on a en tête plutôt ce modèle-là, un modèle standard, donc qui représente bien la structure d'un insecte, tout corps en trois parties, trois paires de pattes, une paire d'antennes, des mandibules. Mais on a aussi ce modèle-là, qui est plus original pour les fourmis, ce que les gens appellent les fourmis volantes. On reviendra sur qui elles sont et quels sont leurs rôles dans le fonctionnement des fourmilières. Mais la plupart des individus qu'on croise et qu'on appelle fourmis sont plutôt donc des ouvrières, des individus femelles qui n'ont pas d'ailes. Il y a à peu près 14 000, enfin plus de 14 000 maintenant espèces connues dans le monde. Il en reste un certain nombre à découvrir. Et chez la plupart de ces espèces, il y a trois modèles d'ouvrières, trois types d'ouvrières. Soit vous avez un modèle unique, comme c'est le cas ici, même taille, même forme, pour tous les individus dans la caste ouvrière. Soit vous avez deux modèles, les ouvrières au sens strict, comme celle-ci, et sa sœur, qui est appelée en général soldate, une grosse tête et qu'elle joue un rôle dans la défense du nid. Et donc, c'est deux modèles, deux groupes, petites et grosses, qui cohabitent à l'intérieur de la même famille, puisqu'on a une mère, la reine, avec ses filles qui sont sœurs entre elles. Voilà la tête vue d'un peu plus près, grâce aux photos d'un camarade qui s'appelle Christophe Pelé, qui fait des photos assez extraordinaires. Donc, cette espèce s'appelle Phaidole pallidula. Elle est plutôt présente dans le sud de la France. Donc, je rappelle, premier type, toutes les ouvrières sont pareilles. Deuxième type, il y a des petites et des grandes, des minors et des majors, des ouvrières et des gardiennes. Donc, c'est le cas ici. Troisième catégorie, vous avez tous les intermédiaires entre les petites et les grandes. Donc, toutes les tailles, en fait, entre des toutes petites et des très grandes. C'est le cas ici avec des fourmis tropicales qui sont des fourmis champignonistes. C'est le cas également avec ces fourmis messors, donc des fourmis moissonneuses qu'on trouve dans le sud de la France, qui transportent des graines. Donc, vous avez les petites ouvrières, ouvrières de taille moyenne, on appelle ça les médias, et les majors avec une grosse tête, celle de gauche. Dans cette espèce-là de messor, vous avez donc les ouvrières ici, et vous avez la reine en comparaison des petites ouvrières à côté d'elle. On reconnaît la reine à la forme très épaisse du thorax, comme si elle avait une espèce de sac sur le dos. Elle est en général très grande, normalement c'est la plus grande fourmi de la fourmilière. Elle a un gros abdomen parce qu'elle pond des œufs, donc elle a les ovaires en activité qui sont logés dans l'abdomen. Mais vraiment, sa caractéristique, c'est le thorax avec cette espèce de sac. Vous allez voir pourquoi elle a un thorax volumineux. En fait, la reine est une ancienne princesse qui avait des ailes. Et pour actionner les ailes, il faut avoir des muscles. Et ces muscles sont logés dans le thorax, puisque les ailes sont fixées au thorax. Donc, c'est pour ça qu'elle a un gros thorax. C'est la seule, normalement,
à avoir un thorax épais comme celui-là. Si je vous remonte les ouvrières, vous voyez, chez les gardiennes, on a deux grosses boules, une à l'avant, une à l'arrière, mais au milieu, c'est mince. Quand on est face à une grosse fourmi, qu'on se demande si c'est la reine ou pas, dans la fourmilière, il faut qu'elle ressemble à peu près à ça pour que ce soit la reine. La voici toujours avec les photos de Christophe. Alors, les autres photos sont des photos qu'on a faites il y a 35 ans avec deux amis photographes, avec des techniques argentiques et du matériel qui n'est pas du tout le même que celui dont on dispose aujourd'hui. Voilà, vu de très près à quoi ressemble cette reine. Et c'est centré là sur le thorax. Les ailes là, étaient insérées au niveau de la gauche du thorax. Il y a une question qui apparaît. Je ne sais pas si je la prends tout de suite ou si Vous je qui vous laisse voyez, l'analyser. c'est Oui, une remarque. oui, Non, c'est simplement que je commente un petit peu au fur et à mesure les pages références dans le d'accord. cahier technique, si besoin. OK, ça marche. On parlait de la reine. Son travail dans la fourmilière, c'est de pondre les œufs. Donc, en fait, la reine assure le renouvellement des générations à l'intérieur de la famille, à l'intérieur du nid. La plupart du temps, un nid de fourmis, une fourmilière, c'est une famille avec soit une seule reine, soit plusieurs reines. Il y a des espèces qui hébergent plusieurs reines dans les fourmilières. Mais donc, le travail de la reine, c'est de pondre les œufs, de renouveler les générations. Les ouvrières vivent entre 1 et 2 ans suivant la saison à laquelle elles naissent. Les reines peuvent vivre jusqu'à 40 ans. J'ai chez moi le seul élevage que j'ai conservé est un élevage de fourmis messors, justement. La reine a plus de 30 ans et quand je l'ai récoltée, elle devait avoir au moins une dizaine d'années. Donc, la durée de vie homologuée était de 28 ans en laboratoire pour une reine de fourmis noires des jardins. Là, on atteint les 40 ans avec ces reines de fourmis moissonneuses. Donc, c'est un œuf de fourmi vu de très près. C'est tout petit, hein, ça a à peine la taille d'une tête d'épingle. De cet œuf va sortir une petite larve qui va être nourrie par les ouvrières nourrices et qui va grandir. Vous avez l'œuf et différents stades larvaires jusqu'au stade terminal où la larve a fini son développement et va se transformer en nymphe, comme la chenille se transforme en chrysalide de papillon. Vous avez là la nymphe d'un mâle de Messor toujours. C'est un mâle parce qu'il a des sacs à l'air, c'est-à-dire les sacs qui contiennent les ailes qui vont se déployer quand l'individu adulte va sortir de son enveloppe de nymphe, comme le papillon sort de la chrysalide, de la carapace de la chrysalide, il se passe la même chose avec les fourmis. Donc les fourmis ne grandissent qu'à l'état larvaire. Une fois qu'elles ont leur forme adulte, elles ne grandissent plus. Elles peuvent grossir un peu si elles mangent beaucoup, mais elles ne grandiront pas. Parfois, ces nymphes sont enveloppées dans un cocon, c'est-à-dire que la larve de dernier stade va tisser un cocon autour d'elle, comme la chenille du papillon, quand elle fait un cocon, va tisser un cocon pour se transformer en chrysalide à l'intérieur du cocon. Puis, l'adulte papillon émergera. Là, c'est pareil, la fourmi adulte va émerger du cocon. La plupart des gens appellent ça les œufs de fourmi parce que quand, de manière un peu grossière, on soulève une pierre, on voit des espèces de trucs un peu oblongs comme ça. Les gens appellent ça des œufs, mais ce ne sont évidemment pas les œufs, vu la taille qu'ils ont. Ils ont la même taille que les ouvrières adultes ou que les sexuées ailées, qu'on va voir plus tard. Donc, ces cocons, ces choses-là ne sont pas des œufs, contrairement à l'appellation courante dont ils bénéficient. Ce sont bien des cocons. Et vous avez des cocons d'ouvrières, des cocons de gardiennes quand il y en a, et des cocons de sexuées. Il y a différents types d'habitats en fonction des espèces différentes. La plupart des fourmis font des nids dans la terre, donc elles creusent la terre, elles creusent des loges et des galeries, et elles évacuent à l'extérieur les déblais de ces percements de galeries, de ces creusements de galeries. Donc là, on a une fourmilière classique avec des espèces de type d'entonnoirs de déblais de type
volcaniques, c'est des petits volcans à petite échelle. Et quand on creuse ou qu'on soulève une pierre sous laquelle il y a ce type de fourmilière, voilà ce qu'on peut observer, donc des galeries avec des individus, avec ce qu'on appelle le couvain, c'est-à-dire les œufs, les larves, les nymphes et les cocons quand il y a des cocons. Donc là, il y a beaucoup de cocons d'ouvrières qui remplissent les loges qui sont en général mis sous les pierres parce que les pierres servent de réservoir thermique de chauffage. euh, et donc, souvent, au moment où il fait un peu frais pour elles, elles accélèrent le développement de leur couvain en mettant sous les pierres un peu chaudes le couvain en question. Quand il fait trop chaud, elles descendent le couvain plus bas à l'intérieur de la fourmilière. Elles régulent en fait la température autour des individus en développement. Il y a des gens qui s'amusent à faire ce genre de choses en vidant, en versant de l'aluminium fondu dans les fourmilières. Il y a plusieurs vidéos sur Internet qui montrent ça. Et vous avez là donc une vision en 3D d'une structure de fourmilière, ce qu'il y a à l'intérieur du sol en fait. Parce que quand on soulève la pierre, on voit juste le sommet de la fourmilière. Et vous avez la même chose pour vous donner une idée de l'échelle avec les fourmis champignonistes, donc des fourmis tropicales qu'on trouve en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Là, c'est pas de l'aluminium fondu, c'est du béton qu'ils ont vidé dans les galeries et ils ont creusé ensuite pendant des jours et des jours la terre autour de cette architecture en béton. Et ça vous donne une idée de la taille des fourmilières de ce type d'espèce. D'autres types de fourmilières sont assez connus chez nous. Ce qu'on appelle les fourmis des bois construisent des nids au-dessus du sol avec en général des brindilles ou des aiguilles de pin. Ça dépend du matériau disponible et de l'espèce en question. Il y a plusieurs espèces qui font ce type de fourmilière. C'est le genre plutôt Formica. Donc voilà, là on a des loges qui sont construites à l'intérieur de l'accumulation des brindilles et des aiguilles. Mais il y a aussi des parties creusées dans le sol. En général, ces choses-là sont mises sur d'anciennes souches d'arbres. Donc, elles ont aussi creusé à l'intérieur de la souche et elles hivernent plutôt dans les parties profondes du nid. Et elles utilisent ce dôme d'aiguille comme là aussi capteur thermique et elles régulent la climatologie en ouvrant et en fermant les ouvertures en fonction de la météo et de la température de l'extérieur. Vous avez aussi des espèces qui vivent dans le bois mort, qui creusent le bois mort, les troncs d'arbres morts, les branches mortes, des souches. On les appelle fourmis charpentières. Elles se retrouvent parfois aussi dans dans le bois des poutres des maisons, où elles posent quelques problèmes parfois. Et vous avez enfin des fourmis qui ont des habitats assez étonnants, assez particuliers, parfois donc dans des galles, d'anciennes galles de petits hyménoptères, des cynips par exemple. Une fois que la micro-guêpe a fait son cycle et est partie de la gale en creusant une galerie et en ayant une ouverture à l'extérieur, il y a certaines reines de fourmis, de jeunes reines qui s'introduisent dans ces galles vides et qui fondent leur fourmilière à l'intérieur de cette petite loge. C'est des petits nids, il n'y a pas beaucoup d'individus, mais elles vivent donc à l'intérieur de ces galles. Et vous avez également en mode tropical, donc Afrique, Asie, Océanie, des fourmis qui construisent des nids de feuilles dans les arbres en faisant de la couture avec la soie des larves. Elles collent les feuilles les unes avec les autres et elles font des nids de feuilles à l'intérieur des arbres. Elles ont une relation particulière à ce moment-là avec les arbres qui les hébergent. Après avoir vu l'habitat, on va voir rapidement le type de nourriture. Donc, la plupart des fourmis sont plutôt omnivores, polyphages. Elles consomment différents types d'aliments. Mais on a aussi des fourmis qui sont très spécialisées, qui ne consomment qu'un type d'aliment ou un ou deux. Là, vous avez donc des fourmis carnivores qui se sont attaquées à une proie, c'est un grillon. Voici une autre espèce qui, elle, est tropicale, Odontomachus.
pareil, qui a capturé une larve d'insecte. Vous avez des fourmis, j'en ai parlé tout à l'heure, on les revoit là, des fourmis moissonneuses, des fourmis qui ramassent les graines des plantes et qui consomment ces graines en les mâchant. Ces fourmis, donc, on les voit dans le sud de la France, mais aussi dans l'ouest, jusqu'en Bretagne, faire des colonnes de récolte de graines à la saison où les plantes fournissent ces graines. Leurs nids sont repérables avec les déchets des enveloppes des graines qui sont déposées autour des entrées. Et ça fait aussi des petits volcans assez volumineux parfois d'enveloppes de graines. Ces fourmis donc ont besoin aussi d'un peu de protéines. Donc quand elles tombent sur des insectes morts, des vers de terre un peu desséchés, elles vont aussi les récolter et les consommer, surtout pour l'alimentation des larves. Là, vous avez ici une ouvrière mineure, mais qui transporte une graine de taille assez impressionnante par rapport à son poids et à sa taille à elle. Elles font des greniers, elles accumulent des réserves de graines dans l'intérieur des loges de leur fourmilière. C'est celle qu'on voit dans le film Microcosmos, par exemple. Et dans le sud de la France, quand on sème un gazon, voilà ce qui se produit. S'il y a des fourmilières de ce type-là dans le jardin, dans la nuit, les graines sont récoltées. Elles n'arrivent pas à les ranger, les accumuler dans leur fourmilière. Et ça vous fait un gazon en touffe, désertique autour des touffes. Et les touffes marquent bien les entrées des fourmilières. Au niveau de l'alimentation, donc quand ce sont des aliments solides, les fourmis les rapportent à leur fourmilière en les traînant ou en les portant, parfois à plusieurs. Quand il s'agit d'aliments liquides, à ce moment-là, elles utilisent une poche spéciale de leur tube digestif qu'on appelle le jabot ou l'estomac social, qui a une capacité à se remplir de manière assez importante. Et donc, elles vont accumuler ces liquides dans leur estomac, le rapporter à la fourmilière et le partager avec les autres fourmis. Donc là, vous avez une fourmi qui a bien gonflé son abdomen au point que les plaques qui constituent la carapace de l'abdomen, qui sont des plaques recouvrantes, un peu comme les tuiles d'un toit, quand l'abdomen est très gonflé, ces plaques se disjoignent et on voit la membrane intersegmentaire qui tient le contenu de l'abdomen. Et là, pour la photo, vous avez de la lumière du flash qui est passé à travers cette membrane. Ce phénomène est poussé à l'extrême chez les fourmis qu'on appelle les fourmis pot de miel, qui servent là non pas de transporteuses, mais de stockeuses de nourriture. C'est des fourmis qu'on trouve plutôt dans les zones désertiques où l'alimentation n'est pas toujours disponible tout au long de l'année. Donc, quand il y a à récolter, c'est récolté et ces fourmis-là restent à l'intérieur du nid, on le voit sur la photo d'en bas, accrochées au plafond et elles sont gavées de nourriture au point d'avoir l'abdomen qui devient comme une espèce de bonbonne. Et elles vont régurgiter donc ce stockage de nourriture liquide aux ouvrières, aux autres individus qui ont faim au fil du temps. La régurgitation se fait par un phénomène qu'on appelle la trophalaxie. Donc, c'est une régurgitation de nourriture liquide par bouche à bouche. Une fourmi qui a bien mangé, qui a récolté de la nourriture, va recracher une partie de la nourriture qu'elle a récoltée dans la bouche de celles qui ont faim. C'est comme ça donc que à peu près 5 à 10% d'ouvrières récolteuses sont capables de nourrir les 90 à 95% des fourmis qui, elles, sont restées à l'intérieur de la fourmilière. Plusieurs espèces ont été photographiées là. Vous voyez donc cette espèce-là, c'est des fourmis des bois. Là, on retrouve les petites féidoles de tout à l'heure. En général, elles se mettent en bouche à bouche, mais en ayant une inversion à 90 degrés, de façon à ce que les mandibules ne gênent pas la régurgitation. Donc, on voit bien là la fourmi de gauche qui a tourné sa tête et la fourmi de droite qui, elle, est à la tête horizontale. On le voit là également sur cette espèce-là. Donc, la nourriture liquide, ça peut être du nectar de fleurs, ça peut être des jus de fruits un peu pourris, et c'est souvent aussi du miellat de pucerons, donc les excréments sucrés des pucerons. Les pucerons sont des insectes homoptères qui pompent la sève des plantes. Dans la sève des plantes, il y a plus de sucre que de protéines et d'acides aminés. Et donc, les pucerons font
un tri récupère au passage ce qui les intéresse dans la sève et rejette les choses en excès pour eux, notamment les glucides. Donc ça fait des excréments très sucrés. On voit ici une fourmi qui récolte ce miel-là de puceron. Sous sa tête, juste en dessous des antennes, on voit une gouttelette brillante. C'est la gouttelette émise par le puceron. Ensuite, la fourmi lui caresse un peu le dos, il émet cette goutte. La fourmi récolte cette goutte et elle va récolter plusieurs pucerons et elle va rentrer à la fourmilière une fois qu'elle aura fini sa récolte. Elles font la même chose avec d'autres insectes qu'on appelle les psylles, qui sont eux aussi des piqueurs de sève. Et on peut considérer donc qu'elles utilisent ces pucerons comme du bétail, comme nous on récolte le lait de vaches par exemple. On a des troupeaux de vaches, les fourmis ont des troupeaux de pucerons. Et il y a des prédateurs de ces pucerons comme les coccinelles qui sont chassés par les fourmis qui veillent à la bonne santé, on va dire, de leur troupeau. Et donc là, on a une fourmi qui est en train de chasser une coccinelle qui s'apprêtait à déjeuner, à un déjeuner à base de pucerons. Voilà pour l'alimentation. Maintenant, un point sur la problématique de la communication, parce que les fourmis sont des insectes sociaux, comme les abeilles, comme les guêpes et les frelons, comme les bourdons, comme les termites. Les termites font partie d'un autre ordre celui des hyménoptères qui héberge donc fourmis, abeilles, guêpes et, euh, et bourdons. Donc, les insectes sociaux, par définition, sont des insectes qui vivent en société, donc ensemble, et il y a un besoin de communication qui est bien plus important que chez les insectes solitaires, qui utilisent aussi différents moyens de communication, notamment des phéromones sexuels pour la reproduction, mais ce n'est pas aussi sophistiqué que ce qu'on trouve chez les fourmis, par exemple. Donc là, vous avez deux fourmis qui discutent. Vous avez une princesse et une ouvrière qui sont tête contre tête, qui ont les antennes qui bougent, parfois les pattes aussi. Il y a un mode de communication tactile avec des messages codés que certains chercheurs ont réussi à décoder, mais c'est assez compliqué à faire. Donc, un peu comme du morse, il y a des tapotements qui transmettent des messages. La plupart de la communication est quand même basée sur de la communication chimique, donc sur des odeurs émises d'un côté et réceptionnées de l'autre, émetteur-récepteur. Donc ici, vous avez une petite fourmi très fréquente dans le sud de la France. Pour faire la photo, je lui avais tapé sur la tête, ça ne lui avait pas plu. Elle avait relevé son abdomen, sorti son aiguillon qui ne lui sert pas chez cette espèce à piquer, mais par contre, il lui sert à diffuser une odeur, donc une phéromone d'alarme. Une odeur d'alarme, c'est la petite goutte blanche qu'on voit à l'extrémité du dard, qui est très volatile et qui va avertir les autres qu'il y a un méchant personnage qui les embête, qui les agresse là. Et cette odeur diffuse et les fourmis qui l'aperçoivent se mettent un peu en activité, en ordre de bataille, essayent de se rapprocher de la source d'émission pour venir en aide à la fourmi qui a émis cette phéromone d'alarme. Voilà la tête de la fourmi en question, toujours avec les photos de Christophe Pelé. Euh, Autre type de phéromones, les phéromones de piste, donc des odeurs qui sont déposées sur le sol, qui en général indiquent un chemin entre une source de nourriture et le nid. Ces phéromones sont déposés au retour de la récolte, de façon à ce que ces fourmis entretiennent la piste tant qu'il y a de la source de nourriture à l'extrémité. Quand il n'y a plus de source de nourriture, la piste n'est plus marquée et comme la phéromone est volatile, la piste va disparaître. Et donc, ça fait partie des choses, des phénomènes qui peuvent être facilement mis à la fois en observation, en évidence, et aussi manipulés dans les animations dont on pourra parler tout à l'heure. Donc, phéromone d'alarme, phéromone de piste. C'est pour ça que les fourmis font des fils. Elles suivent des pistes qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles, mais qui sont perceptibles par elles grâce à leurs antennes. Et donc, ce sont les antennes donc, qui sont les nez des insectes et donc des fourmis. Ces antennes sont très importantes pour elles
parce qu'elles permettent de percevoir les odeurs émises autour d'elles, de suivre les pistes, et donc elles ont besoin d'avoir ces antennes très propres. Donc elles nettoient régulièrement leurs antennes, ça peut s'observer assez facilement. Il y a une petite manip qui est décrite dans le cahier technique qui permet d'observer ça. Donc, pour nettoyer leurs antennes, elles passent l'antenne à l'intérieur de leur mandibule, elles les humectent de salive, et ensuite elles les peignent grâce à une petite griffe qui se situe sur la patte avant des fourmis. Et là, vous le voyez, il y a une espèce de boule un peu blanchâtre à la jonction entre la base de l'antenne, enfin l'extrémité de l'antenne droite et sa patte avant droite. C'est cette boule de salive qui a permis de nettoyer l'antenne. Et une fois qu'elle a nettoyé son antenne, elle nettoie la patte ensuite en la plaçant à l'intérieur en la glissant à l'intérieur de ses mandibules et en la nettoyant avec ses pièces buccales. Ça, c'était une fourmi d'Argentine. Donc là, on la voit aussi d'un peu plus près. On a vu donc la communication, l'alimentation, l'habitat en commun. On a vu le travail des ouvrières, du coup, récolteuses, nourrices, euh, creuseuses de galeries, fabricantes donc du nid. On va aller voir maintenant le rôle de ce que les gens donc appellent les fourmis volantes, donc des fourmis avec des ailes. La plupart des gens pensent que ces fourmis volantes sont des espèces particulières. Ils parlent d'invasion parce qu'on les voit apparaître certains jours de l'année, plutôt en été, et disparaître ensuite très rapidement derrière. Donc, ils ont un sentiment d'invasion quand les fourmilières existent dans les murs des maisons ou dans le sol des vieilles maisons. Les fourmis volantes, au lieu de sortir à l'extérieur et de faire ce qu'elles ont à faire à l'extérieur de la maison, parfois elles sortent dans la maison et les gens, elles vont se précipiter sur les fenêtres pour essayer, elles vont vers la lumière, elles essayent de sortir et les gens ont le sentiment d'une invasion. Donc, ce n'est pas du tout une invasion, c'est une production d'individus avec des ailes qui a lieu chaque année dans les ouvriers, dans les nids qui sont matures. Et ces fourmis ailées, donc il y a des mâles et des femelles. Pour les enfants, on les appelle les princes et les princesses. Elles sont produites donc à une certaine période de l'année, ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui produisent ces sexuées au printemps. La plupart le font plutôt l'été. Et quelques espèces volent tardivement et produisent leurs sexuées plutôt à l'automne, octobre, pour les dernières dates des fourmis messores, par exemple dans le sud de la France. Donc, vous avez ici deux individus femelles, les grandes, on voit bien les ailes. Et il y a juste un petit mâle qu'on verra mieux dans les images d'après, qui est face à nous, en dessous de la femelle de la princesse qui est au milieu de l'écran. Le jour du vol nuptial. Donc, ces individuels sont préparés. Ils attendent à peu près 2-3 semaines que le jour du vol nuptial arrive. Ils attendent donc, ils sont gavés de nourriture à l'intérieur des fourmilières. Et le jour du vol, ces individus sortent. En général, c'est plutôt des journées orageuses. Ils sortent en masse de leur fourmilière. Ils montent sur des cailloux, des rochers, des brins d'herbe, et ils s'envolent. Donc là, vous avez les femelles qui sont plutôt de couleur jaune-brun et les mâles qui sont plutôt de couleur noire, qui sont plus petits chez cette espèce-là. Donc ils sortent, ils s'envolent, ils vont former des gros nuages de nuptiaux, de mariage, souvent calés au-dessus de certains arbres. Donc toutes les fourmilières d'une même espèce s'envolent le même jour ou les mêmes jours, ça dure sur 2-3 jours. Ils se retrouvent donc, ces individus ailés, dans les airs, ils s'accouplent en vol, ils vont retomber sur le sol. Donc là, vous avez un couple qui a mal fini dans une toile d'araignée. L'araignée a mangé l'abdomen enfin, l'abdomen s'est décroché de la femelle. Le mâle, lui, est resté accroché à droite. Chez ce couple-là, ça s'est mieux fini. Donc le mâle est encore accouplé à la femelle. On voit ces petites ailes irisées, là, brillantes à gauche, sous les grandes ailes de la femelle. On le voit mieux sur cette photo-ci. Là, la femelle a déjà perdu ses ailes, alors que le mâle est toujours en position d'accouplement à l'arrière de l'abdomen. Vous voyez la différence de taille?
la plupart du temps, le mâle se décroche ou est décroché par la femelle avant qu'elle ne perde ses ailes. Parfois, les ailes traînent un peu, restent un peu accrochées, et à ce moment-là, elle se contorsionne et elle finit par faire tomber elle-même les ailes, les endives, elle s'arrache les ailes. La plupart du temps, les ailes tombent d'elles-mêmes. Dès qu'elle a perdu ses ailes, chez la plupart des espèces qui fondent de manière indépendante, la femelle, donc l'ancienne princesse qui a perdu ses ailes, est devenue une reine. Elle a été fécondée par un ou plusieurs mâles et elle se dépêche de s'enfuir, de se mettre à l'abri. Elle creuse une petite loge chez cette espèce, elle creuse une loge dans le sol et elle va refermer cette loge à 1 ou 2 centimètres maximum sous la surface du sol. Et elle va commencer à pondre ses œufs, soit juste après le vol, soit après le premier hiver. De ces œufs vont sortir des larves qu'elle va nourrir elle-même avec sa salive et avec des œufs spéciaux qu'on appelle des œufs alimentaires. Elle nourrit elle-même sa première génération en utilisant ses réserves de graisse et en utilisant la fonte physiologique, notamment des muscles des ailes qui ne lui serviront plus à rien, puisqu'elle n'aura plus besoin, elle a perdu ses ailes, elle n'aura plus besoin de les activer. Et donc, elle jette toutes ses forces dans la fabrication de cette première génération de filles, qui sont des petites ouvrières. Et dès que ces filles naissent, elles vont creuser des galeries pour réouvrir la loge vers l'extérieur. Elles vont commencer à chercher de la nourriture parce que la reine a épuisé toutes ses réserves. Et il faut qu'elles se nourrissent elles-mêmes, les ouvrières. Il faut qu'elles nourrissent la deuxième génération qui arrive. Et donc, la fourmilière démarre chez la plupart des espèces de cette façon-là par une fondation indépendante. Donc, le boulot, en fait, des princes et des princesses, c'est de multiplier les fourmilières, de permettre qu'une espèce qui va voir ses fourmilières disparaître avec le vieillissement, avec la mort d'une reine, la fourmilière disparaît quand il y a une seule reine dans la colonie, et il faut bien que ces colonies qui disparaissent soient remplacées. Donc, ça, c'est le boulot des princes et des princesses. Il n'y a pas de roi chez les hyménoptères, donc il n'y a pas plus de rois chez les abeilles, les guêpes et les bourdons qu'il n'y en a chez les fourmis. Par contre, il y a des rois chez les termites. L'organisation sociale n'est pas la même. Et donc, il y a des princes, mais il n'y a pas de rois, alors qu'il y a des princes et des reines chez les fourmis. Voilà. Et puis, on pourrait parler aussi des prédateurs. Donc, à l'occasion du vol nuptial, il y a beaucoup d'oiseaux, de lézards, d'autres espèces de fourmis qui se gavent en consommant surtout les princesses qui n'ont pas réussi les jeunes reines qui n'ont pas réussi à fonder ou les princesses en retour au décollage ou à l'atterrissage ou en vol, même pour les oiseaux. Donc, il y a une perte énorme sur 10 000 fourmis qui vont s'envoler, enfin 10 000 princesses qui s'envolent. Il y a une à 10 reines qui seront capables de fonder une nouvelle fourmilière. C'est des ratios qui sont approximatifs, mais il y a une énorme perte au cours du vol nuptial, mais aussi parce que c'est une espèce de système qui permet d'avoir une pression d'installation permanente dès qu'une fourmilière va disparaître, dès que son territoire ne sera plus occupé par la fourmilière qui le dirigeait. euh, ça permet à d'autres fourmilières de démarrer. Il y a une compétition ensuite qui se met en place et élimination progressive au cours du temps. C'est assez bien décrit dans le cahier technique, la façon dont une fourmilière jeune devient adulte, commence à être repérée dans le paysage, fabrique des soldats à ce moment-là, et une fois qu'elle est mature, une fois qu'elle est bien installée, à ce moment-là, elle fabrique des individus qui sont des individus parasites, qui ne servent à rien pour le fonctionnement de la fourmilière, mais qui sont extrêmement importants pour le maintien de l'espèce. Voilà, donc ça, c'est sous-traité, ce travail-là est sous-traité aux individus sexués. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette présentation donc rapide qu'on retrouve donc en partie dans le cahier technique. Soit il y a des questions dès maintenant, je les traite rapidement, soit on enchaîne, à vous de me dire ce que vous préférez. Ben, c'est bien peut-être qu'on prenne quelques questions. Et vous, est-ce que vous préférez continuer à partager l'écran ou bien est-ce que vous revenez parmi nous? Je reviens avec vous. Alors, je suis sûr que
à sélectionner quelques questions. Alors, je les ai sous les yeux aussi, comme vous Ouais. voulez. Soit on les prend les unes après les autres, soit vous avez une La première sélection. question qu'il y a eu, c'est sur les galeries de la Fourmilière. La question, Oui. c'était qu'est-ce qui assure la solidité de la structure de la Les galerie? galeries. Est-ce Hmm. qu'elles utilisent la salive? Est-ce que... Alors, euh, contrairement aux termites qui ont même de la glu parfois qu'elles utilisent pour maçonner leur structure, la plupart du temps, quand il s'agit de creuser la terre est un peu humide. Elle a une structure en général qui convient bien à l'espèce qui s'est installée dedans, mélange de sable et d'argile. En général, c'est juste creusé. Ça n'a pas besoin d'être maçonné. Parfois, par contre, quand les fourmis s'installent, il y a des fourmis qui font des, je n'en ai pas parlé, mais il y a plein aussi de structures originales. Il y a des fourmis qui font des nids en carton, dans un carton qui est souvent à base de fibres de bois, un peu comme le carton des guêpes, des guêpiers. Là, par contre, c'est maçonné, c'est structuré. Et vous avez les fourmis champignonistes qui, elles, utilisent le champignon qu'elles cultivent à la fois comme nourriture et comme habitat. Donc là, c'est encore un autre système. Et par exemple, pour les formica qui, du coup, font des nids où, en surface, on a l'impression que c'est des brindilles, c'est aussi Ouais. qu'il y a une structure creusée en dessous? Alors, il y a une espèce d'accumulation, et ensuite, à l'intérieur de cette accumulation, alors c'est assez mystérieux, hein, je n'ai pas énormément étudié le truc moi-même, mais elles vont dégager, elles vont pousser des brindilles, elles vont aménager donc des loges qui sont assez fragiles, mais qui fonctionnent à l'intérieur du dôme d'aiguille. Et parfois, à la Ok, base du dôme, les aiguilles se sont un peu sédimentées, un peu moisies, un peu collées les unes aux autres. Donc ça aide aussi à structurer l'intérieur du dôme. très bien, merci. On a une question pour ce qui demande combien de temps dure le cycle d'une fourmi en moyenne. Alors, Euh, et ça du dépend ce coup, qu'on appelle alors le du coup, cycle de la fourmi. pour une Donc, reine, pour une ouvrière ou pour une sexuée. alors, donc, ouvrière, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est 1 à 2 ans à peu près. Ça dépend des espèces et ça dépend si elle est née en début au printemps, où en général, elle peut faire maximum un hiver, ou si elle est née à l'automne et où elle peut espérer vivre 2 hivers. Mais en général, c'est plutôt autour d'une année. Les rennes, ça dépend des espèces. Il y a des rennes qui sont exécutées chaque printemps, par exemple, chez certaines espèces comme la fourmi d'Argentine. Donc, elle a une durée de vie d'1 an seulement. Et celle qui arrive à vivre le plus longtemps, c'est, comme je l'ai cité aussi, la fourmi moissonneuse qui, chez moi, a vécu à peu près 40 ans. Il y a une question ensuite sur les sexués, donc mâles et femelles, et les ouvrières sont asexuées. Alors, ce sont des femelles. Suivant les espèces, soit les organes reproducteurs, les ovaires ne se sont pas développés du tout, soit ils sont développés, ils sont présents, mais ils ne sont pas opérationnels. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, enfin, je ne pouvais pas tout aborder non plus, mais c'est que pour fabriquer des mâles, donc des princes, ça se fait avec des ovules qui évoluent sans être fécondés par un spermatozoïde et qui, donc, un œuf mâle est un œuf à M chromosomes non fécondé. Et les femelles, que ce soit des ouvrières, des soldates ou des princesses, les reines étant que des princesses qui ont réussi, on va dire, à fonder une colonie après s'être accouplées, donc, ces 3 catégories, ouvrières, gardiennes, qui sont une catégorie d'ouvrières, et sexuées femelles, sont issues de fécondés. Les spermatozoïdes, lors de l'accouplement, sont stockés dans une poche spéciale qui s'appelle la spermathèque. C'est très bien expliqué dans le cahier technique. Et la reine a la possibilité de laisser passer ou pas euh, un ou des spermatozoïdes pour féconder les ovules qu'elle produit. Donc, les ouvrières sont des femelles qu'on dit stériles, plus qu'asexuées. Stérile, d'accord. Les mâles meurent juste après l'accouplement.
quelques heures après, en général, un jour maximum, ils arrivent à résister. Les processions de fourmis qui déplacent massivement leur cocon, alors là, il y a deux possibilités. Soit c'est un déménagement avec des fourmis qui peuvent être soit nomades, soit avec des fourmilières fixes, mais qui ont besoin de déménager pour une raison ou pour une autre. En général, un problème climatique ou une agression qui les oblige à bouger. Il y a un autre cas qui est assez marrant, qui est les fourmis esclavagistes qui vont piquer des cocons dans des fourmilières de type esclave pour avoir des esclaves qui travaillent pour elles dans leur colonie. Et donc, on voit petites troupes de fourmis qui passent dans un sens et puis qui va repasser quelques minutes après dans l'autre sens en ayant chacune un cocon. Là, c'est du vol, c'est du pillage et c'est les esclavagistes qui font ça. Alors pour le cycle, Laetitia, vous dites que c'est par rapport au cycle larvaire, donc c'est la durée du développement hein, entre l'œuf et l'adulte. C'est variable suivant les espèces, c'est surtout variable suivant la saison et la température. On considère qu'habituellement, il faut 3 4 semaines en moyenne pour aller d'un œuf jusqu'à l'adulte. Mais ça dépend si c'est aussi une sexuée ou pas, ou une ouvrière petite. Ça dépend beaucoup donc de la température qui joue énormément sur l'activité et donc sur le développement. Parce que du coup, j'avais été étonnée de voir qu'ils s'installaient dans les galles. Je me dis que le cycle doit être très court parce qu'ils peuvent pas développer une grosse fourmilière dans une gale. Alors oui, c'est-à-dire que, mais quand on parle du développement, donc vous partez de l'œuf jusqu'à l'adulte, vous avez ce phénomène dans la fondation. Ensuite, les ouvrières qui sont nées vont s'occuper des œufs et donc des larves qui vont en sortir, qui sont ce que j'appelle la deuxième génération, c'est-à-dire leurs sœurs qui sont ensuite pondues par la reine. La reine, dans un premier temps, elle pond une dizaine d'œufs, pas plus, d'œufs fertiles, parce qu'elle ne pourra pas nourrir plus qu'une dizaine d'ouvrières. Et ensuite, la vie de la fourmilière s'embraye et les générations se succèdent. Mais la durée du développement sera toujours à peu près la même entre l'œuf et l'adulte. La vie de la fourmilière dépend de la durée de vie de la reine. Et dans les fourmilières où il y a plusieurs reines, les reines peuvent être accueillies et réincorporées. Elles ne vont pas fonder toutes seules ou elles ne sont pas obligées de fonder toutes seules. Et donc, la durée de vie de la fourmilière, ça peut être des siècles si la fourmilière est tranquille et qu'elle réincorpore chaque année les nouvelles reines issues du vol nuptial. Il y a des fourmilières que des gens très âgés ont vu installées toujours au même endroit, même si la durée de vie de la reine est inférieure à cette durée-là. Par remplacement des reines, vous avez un renouvellement important. Vous allez se garder un peu de temps pour la suite de tout ce qu'il y a à voir et les ateliers. Oui. Il y Ouais. avait encore quelques questions qui sont arrivées dans les formulaires Oui, qu'ont remplis les participants. ok. Quelqu'un demande comment on voit les fourmis. Comment elle voit? Elle Alors, voit mal. elle voit, ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui voient très bien et vous pouvez vous amuser avec les fourmilières de fourmis des bois, donc les fourmis qui font des dômes d'aiguilles et qui projettent de l'acide à distance. Elles n'ont pas d'aiguillon, mais elles balancent de l'acide formique. Et ces fourmis-là voient très bien et elles suivent vos mouvements. Et si vous passez la main au-dessus, elles vont viser la main, elles vont balancer de l'acide sur votre main parce qu'elles la voient. Elles utilisent la vue aussi pour s'orienter dans leur environnement. Mais toutes les espèces ne font pas ça. Il y a des fourmis qui sont quasiment aveugles, qui vivent pratiquement tout le temps dans le sol. Celles-là, elles n'ont pas du tout besoin de leurs yeux et au cours de l'évolution, elles ont perdu une bonne partie de la capacité de vision. Donc c'est assez variable d'une espèce à l'autre, mais certaines espèces voient très bien et les fourmis qui sont carnivores, qui sont chasseuses, voient très bien et Hmm. s'attaquent à leur proie en les voyant. Quelqu'un demande est-ce que toutes les fourmis vivent en colonie ou comme chez les abeilles, il y a des fourmis solitaires? Alors, la grande différence donc, des abeilles et des guêpes, qui ont beaucoup d'espèces sociales, mais aussi énormément d'espèces solitaires, chez les fourmis, il n'y a quasiment aucune espèce solitaire. Elles sont toutes sociales.
D'accord. Quand je dis exception, quasiment, c'est parce qu'il y a des fourmis très bizarres qui sont devenues parasites et qui vivent sur le dos de d'autres espèces de fourmis. Il n'y a que des reines qui vivent sur le dos des reines d'espèces qu'elles parasitent. Et elles captent la nourriture quand les reines parasitées sont nourries par leurs ouvrières. Elles captent un peu de nourriture au passage. Et donc là, elles, de leur propre espèce, elles vivent en très petit nombre, mais elles vivent au sein d'une colonie qu'elles parasitent qui, elle, est populeuse. Mhm. Mais on ne connaît pas d'espèces où les fourmis vivent seules. Il y a pas mal de questions sur l'élevage des pucerons, vous avez vu. Donc, Oui. alors, est-ce Alors, que c'est fake news, ça, qu'elles élèvent les pucerons? alors, quand on dit élève, c'est un peu comme je le disais tout à l'heure, quand on élève des moutons ou des vaches, ça veut juste dire qu'elles les protègent de leurs prédateurs. Mais parfois, il a été observé qu'elle les transporte. Alors, il y a beaucoup d'interprétations plus ou moins anthropomorphiques qui sont de dire, bon, soit elles sont trop nombreuses, il faut les mettre ailleurs pour qu'elles aient plus de nourriture. Voilà, bon, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais ce qui est sûr, c'est que elle les protège au maximum. Elle les traite, elle récolte le miel là, et parfois elle les installe sur les racines des plantes dans leur galerie. Et là, c'est comme s'il y avait les tables à l'intérieur de la fourmilière. Et là, les pucerons sont protégés. Il y a très peu de prédateurs qui peuvent rentrer à l'intérieur des fourmilières. Et donc, les pucerons en général deviennent blancs. Euh, ils prennent une coloration très, très claire et ils sont installés sur les racines des plantes. Luc, il y a encore beaucoup, beaucoup de questions. Malheureusement, je crois qu'on va devoir en faire l'économie et se reporter au cahier technique. Il y a notamment pas mal de questions sur la place des fourmis dans les écosystèmes, le rôle, oui, le rôle dans les écosystèmes. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps de traiter. Et puis, il y a la question du petit Fabrice Arbonnier qui dit, est-il vrai que les fourmis micro-ondes? Mais je pense que Alors je n'aurais oui, non, non, il a raison. Et c'est dit dans le cahier technique. Certaines fourmis émettent des sons, des stridulations qui sont audibles à l'oreille. Donc, je ne sais plus quelle page c'est, mais je peux vous le retrouver. Il y a aussi. Et on peut dire dans ce cas-là, qu'elle gronde. Merci. Merci Luc. Est-ce qu'il y aura encore quelques autres questions ou est-ce que... Juste sur l'écologie, parce que avec des CPN, il faut quand même en parler un petit peu. Oui, il Allez. y a les fourmis jouent un grand rôle dans les écosystèmes. Alors, ça dépend là encore des espèces. Il y a des espèces, on va dire, phares et des espèces plus discrètes. Mais une des fourmis les plus, on va dire, les plus utiles et visiblement utiles sont les fourmis des bois, les fourmis qui font ces dômes d'aiguilles dans les forêts, qui sont entre autres carnivores et qui régulent les pullulations d'insectes qui peuvent être des ravageurs forestiers. Donc, c'est dans certains pays comme la Suisse, ces fourmis sont protégées et on considère qu'elles sont très utiles à l'équilibre des forêts. Voilà, j'en dirai pas plus. Bon, merci Luc, c'est passionnant et vous devinez bien, on aimerait vous... revenez quand vous voulez. On on pourrait organiser un Zoom bis. Euh, mais comme nous ne voulons pas garder nos hôtes trop longtemps et rester raisonnable dans les horaires, euh, je vais vous proposer, mais Luc, vous allez nous aider aussi, mais avec Benjamin, nous avons commencé à réfléchir à la partie un peu pédagogique de cette affaire. Et comme nous avons chacun notre club, alors, moi, je n'ai encore jamais travaillé sur les fourmis. Les enfants le demandent assez souvent parce que ça aiguise la curiosité, hein. Le monde des fourmis, c'est vrai qu'il est accessible et on ne sait rien. On ne sait rien sur les fourmis. Donc, moi, j'ai souvent les demandes, mais je les ai toujours repoussées. Je vais plus pouvoir maintenant qu'il y a ce cahier technique. Alors avec Benjamin, on a commencé à discuter aussi. Alors, on n'a pas les mêmes clubs. Comment il est ton club à toi, Benjamin? Et qu'est-ce que tu as prévu comme activité? Si tu veux, on va se dire chacun on se dit chacun ce qu'on a prévu.
Ça marche? Oui, eh bien, très bien, ça marche. Déjà, je pense avoir retrouvé la page pour l'écoute de la fourmilière, c'est page 32 dans le cahier technique. Donc, j'essaierai ça, certainement. Mais sinon, mon club, c'est un club que j'anime beaucoup moins que toi, François. J'ai la chance de voir les enfants beaucoup moins parce que c'est que quelques mercredis eh bien, dans l'année. Donc, je vais devoir optimiser et associer ces petites activités dans des activités forêt notamment. Donc, je pense qu'on va déjà essayer de certainement de trouver des fourmilières, donc de chercher un petit peu des fourmis, et puis on essaiera de voir un peu comment eux, les enfants, perçoivent ces petits animaux. Est-ce qu'ils sauraient les observer, savoir si c'est des insectes, peut-être quelle famille d'insectes, donc déjà parler un petit peu de ça et peut-être commencer avec une des activités qui est proposée page 4 et page 12, qui est la représentation de ces fourmis. Alors avec soit du dessin, soit moi j'aime bien ramener une petite boule d'argile et du coup qui s'amuse avec cette petite boule d'argile à modeler. Voilà, ça serait une première approche en tout cas pour voir leur a priori. Qu'est-ce que tu proposerais toi, François? Oui, je suis d'accord. Alors moi j'ai peut-être des enfants un peu plus âgés que les tiens. Ils sont au début de collège. Ils sont 7, un groupe assez homogène et ils sont au club de CPN depuis pas mal d'années. Donc on a acquis quelques réflexes et quelques fonctionnements. Mais alors comme toi, je partage cette idée de commencer par interroger les enfants pour savoir ce qu'ils savent ou ce qu'ils croient savoir, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et tu l'as prononcé, on commence vraiment régulièrement par prendre les représentations, les conceptions initiales qu'ont les enfants. Et c'est très pratique de partir de ça. D'une part, on est sûr de ne pas se tromper puisque c'est eux qui le disent. En même temps, ça prend en compte l'enfant, donc c'est quand même important, plutôt que de parachuter des idées, des notions, sans prendre en compte ce qu'ils croient savoir et leur faisant formuler ce qu'ils croient savoir, mine de rien, ils affirment des fois des choses, ils savent très bien à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils sont pas forcément sûrs, et des fois leurs affirmations ont vraiment des allures de questionnement. Et c'est ça que j'aime bien quand je commence une étude d'une espèce, d'un milieu, c'est que les enfants se posent des questions. C'est pas à moi de poser les questions. Enfin, c'est pas à moi d'apporter ce que j'ai envie d'apporter. J'insiste sur le fait qu'on a besoin que les enfants pose des questions et après, moi, mon job, c'est quasiment de faire en sorte qu'ils aient les réponses. Et sur la mise en évidence des représentations, moi, il y a un truc que j'aime bien. Alors, dans le cahier technique, il y a le coup de réaliser une sculpture de fourmi avec les éléments naturels. Moi, j'adore, mais je l'ai déjà fait pas mal de fois. Mais quand même, c'est toujours réussi que de demander aux enfants, avec ce qu'il y a autour d'eux, les branches, les feuilles, les herbes, de constituer une sculpture de fourmis. Et bien sûr, ils sont par deux, par exemple, ou par trois, selon le nombre. Et après, on visite les réalisations. Et vous pensez bien qu'ils vont pas manquer de dire, eh, mais toi, tu as fait les pattes ici, nous, on les a faites là-bas. D'où la question, où s'accrochent les pattes de la fourmi? Certains vont faire des ailes et d'autres pas d'ailes. Donc évidemment, la question va arriver, comment se fait-il qu'il y a des fourmis qui des fois ont des ailes et des fois qui n'en ont pas? Bref, c'est une avalanche de questions qui découle de cette réalisation de petites sculptures. Et pour finir en mode représentation, alors moi aussi j'aime bien le dessin, mais alors le dessin, là aussi on le fait assez souvent. Alors comme pour les mouches, quand on a travaillé sur les mouches, on a fait exactement le même exercice. Moi, je leur demande de dessiner, mais les yeux bandés. Et c'est tout de suite beaucoup plus rigolo. Parce que, alors, du coup, c'est un jeu. N'empêche qu'on arrive au même résultat. Ils font des dessins. Alors, les dessins, ils sont catastrophiques. Mais, euh, mais ça lève autant de questions. Après, qu'est-ce que tu ferais, toi, Benjamin? Une fois qu'on aurait trouvé nos fourmis et nos fourmilières, j'ai vu qu'il y avait une suggestion de cartographier, donc de repérer, de cartographier un petit peu aussi où se positionneraient éventuellement des entrées, des choses comme ça. Donc peut-être de prolonger un petit peu le diagnostic entre guillemets de départ. Peut-être de déterminer aussi des espèces, parce que il y a une clé de détermination qui présente une clé de détermination, une partie du carnet qui présente quelques espèces, page 33, et du coup de voir un petit peu quelles sont les fourmis peut-être
que nous avons dans les parages, dans la zone que nous déciderons d'étudier, dans la prolongation de cette première séance, Ok. avant d'expérimenter plus loin sur la communication, le côté sociable des sociales des fourmis. Mhm. Moi, page 13, t'as vu? J'ai adoré le coup de peser les fourmis. Alors, je me Ah demande, oui, vraiment, je me demande si ça marche aussi. Alors, que chaque enfant aille chercher 10 fourmis, je le sens bien. Mais bon, si on tombe sur une fourmilière. Et alors, par contre, moi, ce que j'ai envie d'essayer, tu as ça aussi, Benjamin, les boîtes de pétri. Parce que je pensais j'espère. plutôt les enfermer là-dedans, tu vois, pour pas qu'elles se barrent, tout simplement. Et pour peser, bien sûr, j'ai ça. J'ai un pèse-lettres. Et donc, bien évidemment, on va peser 10 boîtes vides. On va les remplir, chaque 10 fourmis dans chaque boîte, et après, on va peser. Et après, on va diviser par 100. J'ai hâte de voir si cette activité va fonctionner. C'est vrai que moi, je suis assez curieux de voir ça aussi, complètement. Puis c'est vrai que ça a l'air plus pratique le côté boîte de pétri parce que bah, pour l'huile, il faut avoir un récipient qui est quand même assez épais pour pouvoir mettre de l'huile autour. Mais a priori, c'est ce qui est conseillé, ça fonctionne. Donc Mm. j'essaierai ça dans un bac un peu plus gros, de mettre un petit peu d'huile sur le bord. Peut-être que ça les repoussera. Tout à fait. Bah, moi, je suis Après, déjà sur ma deuxième séance quasiment là, hein. ah oui, alors moi, j'ai pas encore fait mon découpage en séance. Mais alors, par contre, Luc, il a dit que, et on l'a tous observé, les fourmis qui font des autoroutes. Les enfants, ils appellent ça des autoroutes. Alors donc, Luc, vous nous confirmez, à chaque fois qu'il y a une autoroute, c'est parce qu'il y a il y a un supermarché au bout, c'est ça? Alors, la plupart du temps, oui, mais parfois, vous avez notamment avec les fourmis des bois, des nids qui sont regroupés au sein d'une fédération. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dômes. Ces fourmis vivent en s'échangeant des individus, de la nourriture, du couvain parfois. Donc, en fait, il y a plusieurs fourmilières. En général, c'est des fourmis polygynes avec plein de reines. Et vous avez des ponts, des liens entre les dômes, des pistes. Et là, c'est pas entre nid et nourriture, c'est entre deux nids. Et vous avez aussi des colonies avec certaines espèces qui ont un nid principal et des nids secondaires, notamment l'été en pleine saison, où elles ont besoin de plus de place pour le couvain, voire de faire émerger du couvain de sexuer. Et à ce moment-là, pareil, il y a un nid central et comme des succursales périphériques. Et à ce moment-là, il y a de l'échange d'individus entre le nid centre et les extérieurs. La plupart du temps, c'est des pistes de récolte, mais on peut aussi avoir des pistes de déménage, enfin pas de déménagement, mais d'aménagement de la structure globale du nid. Mhm. D'où l'intérêt, François, de bien te pencher sur les fourmis, parce qu'il est conseillé aussi de regarder si peut-être certaines ont le jabot plein et d'autres le jabot vide pour voir un petit peu d'où elles proviennent. Mhm. Mais alors, tu vois, avant, j'aimerais bien les suivre. Et, Et avant d'apporter des connaissances, de mettre des noms sur les trucs, moi je voudrais que les enfants ils se familiarisent avec les fourmis. Et j'aime bien toujours moi l'idée de suivre un animal parce que on a trop l'habitude avec tous nos enfants zappeurs de s'arrêter à des observations qui sont trop limitées. Et moi je voudrais qu'ils prennent le temps, qu'ils s'allongent dans l'herbe et qu'ils suivent une fourmi. Alors j'ai trouvé un dispositif pour suivre les fourmis. Le rouleau de papier toilette. C'est ce qui me paraît totalement idéal. C'est gratuit, enfin, ça coûte pas très cher, c'est facile à se procurer. Euh, et je vais leur proposer qu'ils suivent une fourmi et qui se mettent par terre et on va voir qui va réussir à la suivre le plus longtemps possible pour peut-être parvenir à trouver où elles vont. Ça, je vais l'essayer aussi. Pas mal. T'as Et d'autres. est-ce que tu as vu aussi, justement, dans l'idée de les suivre, bah, justement, de comprendre après ben, comment elles se suivent en prolongeant cette observation avec ce qui nous a été évoqué par Luc tout à l'heure en termes de communication. Donc, il nous a dit que elles communiquaient physiquement avec des gestes avec leurs antennes, mais aussi chimiquement. Et du coup, ben, pour essayer de se mettre dans la peau ou dans la cuticule d'une fourmi, l'idée, ce serait ben, d'essayer
de les faire essayer la petite activité qui est du coup page 16 ou page 48, j'ai noté ces deux pages, qui consisterait à faire des parcours olfactifs, donc avec un spray où on mélangerait quelques huiles essentielles dans de l'eau et on s'amuserait eh bien à suivre effectivement ces traces enfin, odorantes, soit les yeux bandés, soit sans avoir les yeux bandés, peut-être dans un premier temps, pour voir si on arrive à retrouver les pistes, si on est Mm. aussi fort que les fourmis. Ok. Euh, Moi, j'aimerais bien aussi que les enfants, donc, ils prennent le temps pour les suivre, mais il y a un moment donné où faut les observer de près, les fourmis. Et aujourd'hui, on a quelques petits outils qui sont pas inintéressants. Bon, il y a la loupe à main, bien sûr. Il y a la loupe qu'on pose, où là, la fourmi, elle est un peu emprisonnée, donc c'est un peu plus facile, on les voit bien. Il y a aussi ces petits instruments-là qui coûtent parfois cher, parfois pas cher, ça dépend où on les achète, hein. Mais en tout cas, si vous avez testé ces petits microscopes qui grossissent quand même une centaine de fois, hein. Et donc, ça permet de voir un animal dans ses détails. Simplement, il ne faut pas qu'il bouge. Alors, moi, je me dis, si on trouve une fourmi qui a un petit souci grave de santé, on pourrait la mettre là-dessous parce que ça permet de grossir véritablement. Et c'est bien de changer le regard qu'on a. Pour peut-être refaire une autre représentation par la suite et peut-être après pouvoir comparer justement les deux représentations qui ont été faites. Mm, mm. Moi, Après, j'ai moi, bien j'aime. envie d'essayer aussi le fait de faire sentir aux enfants l'acide formique. Donc, il y a pas mal de possibilités. C'est vrai qu'il est suggéré de mettre un mouchoir, par exemple, sur un dôme, ou éventuellement, moi, je sais que déjà, quand j'en croise, j'essaye d'en mettre quelques-unes dans une boîte loupe. Et le simple fait qu'elle soit stressée, quand on réouvre la boîte, on a cette odeur qui est quand même assez forte. Et on s'en Mm. rend, c'est assez marquant. Et ça, c'est quelque chose qui sensoriellement marque bien aussi, hein. Euh, Ok. Continuer dans les odeurs. Alors, dans le genre expérience de nature, moi, vu les enfants que j'ai, je sais, il y en a qui vont vouloir en manger. Luc, Ah! qu'est-ce que tu en pensez? Sûr, il y en a, ils vont en manger, hein. Alors, Moi, je les fourmis adultes, il faut éviter de prendre des fourmis qui piquent, hein, parce qu'il y a quand même quelques espèces qui ont un aiguillon et qui ont du venin. Mm. Et il y en a qui, ça fait assez mal. Donc, il vaut mieux éviter de se faire piquer au niveau de la langue. Donc, si on veut consommer de la fourmi, c'est possible, mais il faut prendre un certain nombre de précautions, bien choisir l'espèce. La plupart des fourmis qui n'ont pas d'aiguillon, mais qui ont quand même de l'acide formique que Benjamin évoquait tout à l'heure, on sent très vite l'acide, ça se sent au nez. Ça peut même brûler un peu la peau, faire une petite abrasion de la peau. Mm. Et quand on l'a sur la langue, on sent comme une goutte de citron. C'est pas le même goût que le citron, c'est de l'acide méthanoïque, l'acide formique, mais ça pique comme du vinaigre, quoi. Mm. Donc, on peut s'amuser à manger de la fourmi adulte, faut quand même le vouloir. Les larves peuvent être consommées. Ah, bah, Alors, je alors. c'est pas gentil pour les fourmis qu'on mange, mais voilà, ça se fait. Il y a certains endroits où on mange, notamment les nids de fourmis tisserandes sont parfois pressés et on a un mélange entre l'acidité des adultes et le jus des larves et c'est consommé par certaines tribus aborigènes en Australie, par exemple. Donc voilà, au Mexique aussi, on peut manger certaines fourmis. Donc ça peut se tenter. Bon, je vais quand même tout faire pour Je le raconterai. les dissuader, pour les dissuader de manger des fourmis. Euh, Benjamin ou Luc, avez-vous ou d'autres participants qui nous écoutent peuvent lever la main parce que dans le formulaire qu'ils ont rempli, vous étiez nombreux à dire que vous aviez déjà mené des activités. Donc, avez-vous des idées à partager? Ça, c'est quand même notre marque de fabrique CPN, c'est de partager ce qu'on aime bien faire.
Ouais, en Bon, attendant, peut-être que quelqu'un se manifeste. Il y avait une expérience que j'avais fait dans mes études où on avait essayé de simuler différentes météos au-dessus d'un dôme et on essayait de voir l'activité, si elle changeait justement, s'il y avait de la pluie, s'il y avait de l'ombre, s'il faisait chaud, froid. Et du coup, on avait pris des petites brindilles qu'on avait peintes et après, on avait fait des calculs un peu compliqués. Mais si peut-être qu'on les regroupe dans un petit tas et qu'on chronomètre le temps qu'elles mettent à s'éparpiller, ça peut être une petite expérience qui peut se faire aussi pour observer l'activité. Sous différentes météos. et Luc, les élevages, qu'est-ce que ça vaut pour vous? Alors, les élevages sont intéressants à faire. Après, il faut surtout vis-à-vis de l'éthique CPN, Hmm. il faut pas s'y lancer n'importe comment. Éviter de prélever une fourmilière entière dans la nature, alors qu'on peut, si on veut vraiment avoir un élevage chez soi, on peut utiliser une des reines issues d'un vol nuptial. Je vous ai dit, il y en a une à 10 sur 10 000 seulement qui va arriver à fonder une fourmilière. Donc, si on prélève une ou deux jeunes reines, moi j'en récupère sur la route ou sur des parkings où elles vont être forcément écrasées. On peut faire fonder des jeunes colonies et suivre le développement de la colonie. Ça demande un peu de pratique. C'est faisable et c'est intéressant d'observer jour après jour la fondation et le fonctionnement d'une fourmilière. Euh, Sinon, on peut aussi observer pas mal de choses dans la nature. C'est évoqué là dans le cahier technique. Quand on soulève une pierre, on voit déjà pas mal de trucs. On voit l'empressement des fourmis à mettre à l'abri de la lumière, puisque sous la pierre, c'est évidemment dans le noir. Si on doit remettre la pierre, c'est peut-être un truc que j'ai peut-être pas bien ajusté dans ce qui a été écrit. Il faut la remettre très précautionneusement, sans écraser évidemment les fourmis qui courent un peu partout. Celles qui sont dans les loges vont être protégées, mais celles qui sont sur ce qu'on pourrait appeler les murs sous la pierre, quand on remet la pierre, on va en écrabouiller. Donc soit on attend que les fourmis aient tout déménagé et qu'elles aient disparu dans les galeries, soit on met des petites cales pour pouvoir remettre la pierre gentiment sans écrabouiller les fourmis qui sont dessous. En termes comment dire, d'activité, il y a une qui est décrite là, page 16, où on peut suivre effectivement avec des odeurs d'huile essentielle. Ça marche assez bien. Il y a plusieurs formules qui peuvent être faites avec ces huiles. Il y a une autre type d'activité que j'ai pratiqué moi pas mal avec beaucoup de classes. J'avais acheté du matériel pour déguiser les enfants en fourmis et leur faire jouer leur rôle dans la fourmilière. J'avais appelé cette animation Qui fait quoi dans la fourmilière? Donc, il y avait des épées, des hallebardes pour les gardes, il y avait des biberons pour les nourrices, il y avait évidemment des couronnes pour symboliser la reine, d'autres types de couronnes pour les princes et les princesses. J'accrochais des ailes en carton dans le dos des enfants qui allaient jouer le rôle des fourmis volantes. Alors, on n'allait pas jusqu'à l'accouplement, évidemment. On évoquait un bisou chaste quand il fallait symboliser ce moment-là, mais le fait de faire courir des princesses et des princes et que les princes doivent attraper une princesse, c'est une façon de symboliser donc ce qui se passe réellement dans la nature. Cette animation-là, elle marchait très très bien. On distribuait les outils nécessaires au métier de chacun des types de fourmis. La reine, elle avait droit à un panier avec des balles de ping-pong pour symboliser les œufs. On faisait le développement larvaire, on faisait même le cocon, l'entourage du cocon avec soit du sopalin, soit du papier toilette pour symboliser la fabrication du cocon. Bref, on peut aller assez loin avec du matériel qui coûte pas très cher et ça marche vraiment très bien. Le fait de transformer les enfants en fourmis, de leur faire jouer le fonctionnement de la fourmilière, ça marche beaucoup, ça marche bien. Qu'on appelle un jeu de rôle ou un jeu de simulation dans notre jargon C'est ça. d'animateur nature. Laetitia a une question ou une remarque. Alors, plutôt une remarque. Ouais.
vu une petite vidéo qui montrait en fait quelqu'un qui avait positionné une petite gouttelette de liquide coloré et où les fourmis en fait qui ont tendance à boire et à gonfler leur abdomen se gonflaient du coup de manière colorée et c'était très visuel. Alors je sais pas si avec nos fourmis françaises ça fonctionne, Si. mais je me dis que ça Oui, peut être oui. intéressant. Et ça peut être intéressant, en fait, peut-être sous une binoculaire ou un petit scope ou quelque chose comme ça, justement, en les attirant avec un sirop et de les observer, en fait, boire, parce que dans ce cas-là, elles sont peut-être plus statiques que quand elles sont en panique et qu'elles partent. En fait. Complètement, c'est une très bonne idée. On peut colorer, on peut utiliser des sirops de différentes couleurs, hein, évidemment, du vert de menthe et du rouge de grenadine. On peut aussi faire ça tout simplement avec de l'eau, du sucre et un colorant alimentaire. Et là, on a toute une gamme de couleurs pour ça. Il suffit de mettre une goutte. Alors, il faut que l'espèce qu'on utilise soit intéressée par l'eau sucrée. Les fourmis moissonneuses, par exemple, elles ne le seront pas, mais elles sont assez rares. En France, la plupart des espèces françaises sont plutôt intéressées facilement par les jus sucrés. Donc oui, une petite goutte posée sur un matériau non poreux, étanche, même une capsule de bouteille. Il ne faut pas que le bord soit trop haut pour qu'elle puisse y accéder. Mais si on met dedans de l'eau sucrée colorée, elles vont être calmes, elles vont le temps de boire, il leur faut 1 à 2 minutes pour bien gonfler l'abdomen. On voit ensuite l'abdomen, s'il est vraiment très gonflé, on voit la couleur du sirop à l'intérieur de l'abdomen. Donc on peut faire des fourmis rouges, des fourmis bleues. Il y a quelques images sur Internet qui montrent ça très bien. Et, Et on et peut je me, observer la trophallaxie derrière. C'est-à-dire que ces fourmis, si on les suit, dès qu'elles vont croiser une fourmi qui n'aura pas eu accès à la nourriture, elles vont s'arrêter, elles vont se mettre en bouche à bouche, s'échanger un peu, soit nourrir, soit au contraire juste inciter la fourmi qui n'a pas encore trouvé la source de nourriture à remonter la piste et revenir et à accéder à la nourriture elle-même. Donc là, c'est juste une incitation qui se fait de la même façon, par un peu de régurgitation. Ça, c'est très facile à observer, effectivement. C'est une très bonne idée. et est-ce que les fourmis sont sensibles à la lumière? Parce que je me dis, il existe des tablettes lumineuses pas très très chères sur lesquelles on peut les faire passer et par transparence, je suppose que ça se voit. Alors, pour les faire passer, il faut qu'elles soient soit sur une piste qu'elles ont marquée, soit sur un territoire qu'elles connaissent. Je n'en ai pas parlé, mais il y a des phéromones territoriales qui marquent le territoire autour du nid. Si vous leur offrez, mais c'est aussi très intéressant à faire, j'ai beaucoup encadré de TPE de première ou des TIPE de classe prépa, où l'exploration d'un territoire nouveau est aussi quelque chose de très facile à faire. Une des animations proposées dans le cahier est relatif au fait qu'elles choisissent ou qu'elles établissent des pistes les plus courtes possibles. Si on leur offre un pont avec deux passages, un court et un long, statistiquement, c'est le court qui va s'établir au bout d'un certain temps par rapport au long. Mais on peut aussi leur donner, ça c'est immédiat, n'importe quelle fourmilière, si vous mettez à côté d'elle un petit bout de surface de carton ou de feuilles de papier, il faut que ce soit bien à plat hein, pour qu'elle puisse grimper dessus. Vous allez les voir explorer, venir massivement dessus. On les voit plus ou moins facilement marquer le territoire. Et ensuite, la population va diminuer parce que la surface est marquée, elle devient moins intéressante qu'une surface nouvelle. Et on peut aussi s'amuser à faire une surface avec une source de nourriture et voir la piste qui va être tracée et qui va s'établir au cours du temps. Ça peut aller assez vite et c'est tout à fait jouable avec des enfants. Euh, Chers amis, il est 20h10. Si l'un de vous a quelque chose d'incontournable à nous partager, ce serait le bon moment. Sinon, nous allons proposer à Camille de prononcer les mots de la fin. Super, merci François et merci Benjamin et merci Luc, c'était super. Moi qui suis plutôt spécialisée des mammifères et des grosses bêtes à poil, du coup j'étais super contente de découvrir les mini bêtes à poil, les fourmis. Eh bien je voulais vous remercier d'avoir été là ce soir et en parlant de petites bêtes, vous dire qu'il y a un film
le dernier film de Sylvain Lefebvre sur le thème des jardins sauvages et donc spécifiquement des petites bêtes du jardin qui sort en avant-première pour tout le réseau des adhérentes et des adhérents CPN avec un lien à disposition là tout le mois de décembre pour pouvoir voir et revoir ce film de petites bêtes sur grand écran. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et de faire de jolis rêves de fourmis sous l'oreiller. Je voudrais juste dire quelque chose, moi, si c'était possible. On a dit à l'introduction qu'il était prévu dans l'année 2025 une formation sur les fourmis. Euh, donc, elle aura lieu dans le Gard ou près de Montpellier, je ne sais plus, Luc, exactement à quel endroit. Et elle A pri- sera le week-end du 10 mai. C'est ça. A priori, c'est près de Saint-Jean-du-Gard, donc du côté de d'Anduze et pas très loin d'Alès, une demi-heure de Nîmes à peu près. Donc, on est en train de bâtir cette formation et on la proposera évidemment au fur et à mesure où elle va se détailler à tous vos adhérents. Donc, suivez vos mails, vous recevrez les mails d'infos. Voilà, si vous êtes intéressé, voilà, pour continuer sur les fourmis. Très bien. On peut se dire au revoir et vraisemblablement à l'année prochaine. Oui, quelqu'un a trouvé ce zoom formidable, logique. Alors bonsoir à tous et à l'année Bonne prochaine. soirée. Merci Bonne Luc, soirée à merci. vous. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Merci beaucoup, Luc.